Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les 2 semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Corner. Aujourd'hui, je suis super ravi d'accueillir Stefano, un compère et un ami. Salut Stefano. Salut Sam, super de se retrouver, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ça fait un petit bout de temps nous qu'on se côtoie. Et là, récemment, tu as été à la tête d'un projet super intéressant, donc on va revenir dessus un peu plus tard. Mais pour l'audience qui te connaît pas, tu peux nous faire une petite introduction ? Avec grand plaisir, comme le nom et l'accent peut-être peut faire comprendre, Stefano Bernabino, je suis italien même si je suis en France depuis 97, donc ouais, ça fait très longtemps. Je baigne dans le monde de le sport et médias depuis toujours, depuis 25 ans. J'ai la chance d'avoir réussi à faire de ma passion mon activité. C'était un rêve de gosse d'être dans un monde du sport et des médias. Peut-être que j'aurais aimé être un sportif de haut niveau, mais comme j'en avais pas forcément le talent, j'ai réussi à faire mon chemin dans ce monde que j'adore, raconter le sport, le diffuser au plus grand nombre, c'est quand même une chance qu'on a. Et donc depuis après une carrière de jeune journaliste en Italie, j'ai eu la chance en 97 de débarquer en France et d'intégrer les équipes d'Eurosport. À l'époque, Internet, comme on l'appelait, n'existait pas. J'ai eu la chance de développer l'activité digitale pour le groupe Eurosport au niveau international, en charge de tous les aspects contenus et éditoriaux. C'était une belle aventure. Eurosport.com à l'époque est devenu une référence, ça a été toujours. Et après de faire cette passerelle avec le monde de la télé, le monde du broadcast, en développant des formats, en couvrant de grands événements, jusqu'à présentant aussi, en étant reporter, présentateur, producteur, et ensuite directeur de la rédaction et de la production. J'ai passé 20 ans dans le groupe Eurosport, en connaissant les différentes phases, la phase TF1, le rachat du groupe Discovery, jusqu'à avoir piloté pour le groupe le projet des Jeux Olympiques de Pyeongchang 2018, qui c'était un gros investissement de la part du groupe à l'époque, avec une stratégie free-to-air dans plusieurs marchés clés en Europe, digital avec le développement d'Eurosport Player, et bien entendu broadcast. Et pour après voler de mes propres ailes en lançant une activité Sport Seeds, une boutique agence dans l'innovation, les contenus et l'engagement avec laquelle j'ai eu le plaisir de diversifier mes projets, à la fois avec des fédérations internationales, des grands organisateurs d'événements, des grands groupes médias, toujours dans l'innovation, le contenu, la transition, la transformation aussi d'une offre linéaire à une offre multiple, digitale, interactive. Et donc voilà, oui, plus de 20 ans, 25 ans que j'ai le plaisir de travailler dans ce secteur, le sport et médias. Ouais. On va décomposer un petit peu parce que là, sinon on va finir trop vite. Toi, tu disais, t'es comme beaucoup d'entre nous, quelqu'un qui voulait être sportif professionnel. C'était quoi ton sport en Italie ? Voilà, moi, j'ai joué au volley, j'ai skié, j'ai joué au foot, j'ai nagé, mais j'étais assez moyen dans toutes les disciplines. Donc, en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui a mis beaucoup de grinta dans les activités sportives, mais j'ai pas forcément le talent. Donc, je courais pas vite, je sautais pas loin, voilà. Donc, et en plus, j'ai toujours aimé pratiquer plusieurs disciplines. Ouais. Et les médias,
comment t'as été attiré par les médias? Et les médias, bah, tu sais, moi, je me rappelle des Jeux Olympiques d'hiver de Sarajevo, dans laquelle moi, avec mon petit calepin, j'avais 12 ans à l'époque, et je regardais les événements à la télé, et je transcrivais l'action, les personnages, les champions. Voilà, très rapidement, j'ai travaillé tout jeune dans le petit journal de mon école. Voilà, l'envie de partager ma passion m'a toujours habité, et donc pour moi c'était une évidence. Quand j'étais vraiment gamin, j'avais un rêve, c'était travailler dans le monde du journalisme, des médias sportifs. Ouais, et c'est marrant parce qu'on va y arriver dans la construction là quand on arrivera sur DAZN de ton équipe éditoriale, ce côté raconter l'histoire et avoir un angle à comment tu racontes l'histoire. Je trouve que c'est un truc qui m'a toujours marqué dans notre relation à date, sur le fait de réfléchir à qui et comment raconter les histoires, qui est un élément fondamental dans le sport qu'on a tendance à oublier ou à banaliser, alors que c'est vachement important. Mais avant de rejoindre Eurosport, tu as aussi fait partie d'un comité d'organisation pour les Jeux Olympiques. Raconte-nous ça, parce que faut recontextualiser. Ça, c'est Stefano Bernabino, super jeune, qui est reporter, qui est en gros, qui veut être journaliste dans les médias, j'imagine. Et tu as fait partie de ça, qui était, j'ai envie de dire, ton premier pas dans l'entrepreneuriat, en fait. Oui, tout à fait. En fait, très jeune, en parallèle après avoir fait d'ailleurs un an d'études aux États-Unis, où j'étais le photographe du journal de l'école aux US, et quand je rentre en Italie, je commence à écrire pour un hebdo de sport qui s'appelait le Piemonte Sportivo, parce que je suis de Turin, donc le Piémont c'est la région, donc j'étais en charge de 6 pages par semaine. C'était un truc assez de dingue, mais c'était une bonne école. Et en même temps, c'était 97, Sestriere a accueilli les champions du monde de ski alpin. Avec mon expérience américaine et mon envie d'être impliqué dans le monde du sport, j'ai travaillé pour le comité d'organisation des champions du monde, complètement embêté dans cette folle aventure d'organiser un événement sportif de telle taille. En plus, comme je revenais des États-Unis, on m'a mis en charge des relations avec l'équipe US de l'époque. Il y avait un tout jeune Bode Miller qui était chez les juniors et qui rejoignait l'équipe des US de ski. Oui, c'était en fait le sport à 360 degrés dans toutes ses facettes. Ça m'a toujours fortement intéressé, et participer à un événement en plus sur mes montagnes, sur mes Alpes piémontaises, ça a été une très belle expérience. Et très vite après, je me suis retourné effectivement à la fois dans mes études que je faisais dans le domaine de la communication, et aussi dans mes activités, presque mon temps libre, à continuer à m'inscrire dans les activités et le sport de ma région, et après de mon pays, et après de l'Europe. Ça a été vraiment un peu une évolution aussi territoriale quelque part. Ouais. Parce que tu parlais français avant de venir en France ou pas du tout? Non, je parlais pas français. D'ailleurs, en 97, quand j'ai débarqué à Paris, je prenais les cours de soir à la Sorbonne. C'était des cours pour des étrangers. Je parlais pas le français. C'est peut-être ma 3e langue à l'origine, après l'italien qui est ma langue maternelle, et l'anglais qu'en tant que langue étrangère j'ai appris comme première langue. Aujourd'hui le français surpasser l'anglais. Oui, certainement. Quand je m'énerve. Quoique quand je m'énerve, tu dois avoir un peu d'italien. Je m'énerve quand même en italien, ouais. c'est vrai. Et donc de ce projet-là, donc de comité d'organisation à la bascule à Eurosport, 2 questions en une. Qu'est-ce qui t'amène chez Eurosport? Et de 2, qu'est-ce que faisait un head of digital dans le sport en 98? Ah. Les deux questions sont à la fois très intéressantes, très pertinentes. D'ailleurs, à l'époque, en 98, on disait pas digital, on disait Internet. En fait, je débarque à Eurosport parce qu'à l'époque, Eurosport avait ce projet assez fou de se lancer dans le monde de l'internet. C'était vraiment les années fin 97, début 98. C'était vraiment la préhistoire d'internet. Et à l'époque, un monsieur avec qui on est resté vraiment
très proche et qui était un de mes mentors dans ma carrière, Laurent-Éric Lélé. Il était aujourd'hui directeur de sport de France Télévisions, était à la tête d'une filiale d'Eurosport qui travaillait dans l'innovation. Et lui, sur l'exemple de ce qui se passait aux États-Unis, les médias commençaient à investir le monde de l'internet. On a lancé ce projet fou. J'étais vraiment au tout début de Eurosport.com, où vraiment même au niveau technologique, c'était très artisanal encore. Hein. Même comment réactualiser une page. Je me rappelle, tu vois, d'un logiciel à l'époque, je sais même pas, Dreamweaver, c'était un logiciel qui permettait de faire des pages internet qu'on actualisait avec des macros sur Word qui lançaient. C'était vraiment amatorial, c'était le tout début, mais très rapidement le groupe a investi en créant et d'ailleurs c'était la première localisation de l'offre Eurosport en fait, parce qu'historiquement Eurosport c'était le même programme commenté juste dans des langues différentes dans les différents pays, et avec le digital, avec Eurosport.com, .de pour l'Allemagne, .it pour l'Italie, .fr pour la France, on a commencé à offrir un contenu localisé avec vraiment une offre customisée aux attentes locales, et c'était vraiment la prémisse vraiment de ce développement de glocalisation, c'est-à-dire avoir une marque globale, mais avoir une offre de contenu local. C'était la fin des années 90. Ça a grandi énormément, et aujourd'hui d'ailleurs avec une certaine fierté, parce que aussi l'activité player qui est née quelque part de ces premières étapes est partie de là, et la forte localisation d'Eurosport est partie de là. Donc très belle aventure, et très rapidement du monde du digital. À l'époque, c'était assez intéressant. L'internet, c'était considéré comme le parent pauvre, comme le petit frère, même pas le petit frère, c'était le pôle innovation en fait de la chaîne. Les petits cousins éloignés. C'est-à-dire que on voyait les journalistes, les producteurs de la partie broadcast comme des références. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est assez curieux. Les deux mondes, le monde digital et le monde broadcast, qui est d'ailleurs, on en parlera après, qui convergent. Et d'ailleurs aussi ma sensibilité, mon expérience, mon background, et en plus d'y croire très fortement que ça fait partie d'une seule offre aujourd'hui. D'ailleurs, le projet qu'aujourd'hui me voit fortement investi en est la démonstration. Mais à l'époque, le monde du broadcast, c'était vraiment une terre promesse vers laquelle aller. Et donc très rapidement, après avoir dirigé tout ce projet de développement d'internet, je suis passé à l'antenne, on appelait ça ainsi. Et en plus, comme la créativité, tu le disais, comment raconter les histoires, comment aussi apporter un œil, un regard différent avec une dimension d'entertainment, aussi ludique, sans se prendre au sérieux. Encore une fois, le sport, c'est de leisure time, comme diraient les Américains. Donc il y a une forte connotation de divertissement. Donc j'ai eu la chance de développer des formats et des projets, par exemple le zapping d'Eurosport, Watts à l'époque, c'était comment on peut raconter le sport aussi d'une manière différente, ludique. Et je suis passé comme ça petit à petit à la vie de l'antenne, et à développer des formats, d'ailleurs avec on pourrait dire a posteriori avec un storytelling un peu assez digital, assez snack. Watts c'en est un. J'allais dire Watts en fait. Et j'y avais jamais réfléchi, mais Watts c'était un format digital avant d'être digital. C'est le côté short form, un peu de sensationnel, rapide, qui fait parler et où t'enchaînes quoi. Oui, et après c'était et d'ailleurs c'était aussi un peu un content curated, parce que à partir d'une séquence de sport, avec le bon bruitage, avec tout ce qui aujourd'hui fait la recette aussi de l'offre du contenu snack short form digital, c'était un peu T'as la préhistoire de tout ça en fait, toi. Non, mais c'est intéressant d'en parler, parce qu'effectivement c'est des choses auxquelles on n'y pense pas. D'ailleurs, à l'époque, nous on avait activé aussi très fortement les questions aux commentateurs. Ça se faisait pas, ça se faisait au début avec une email. Après, on a mis en place, mais voilà, tout ce qui est interactivité, c'est une autre. Je pense que c'est une autre verticale importante de l'offre de contenu dans lequel je crois fortement depuis longtemps. L'une, c'est sans doute la dimension convivial, ludique, authentique, friendly, et aussi la partie interactive. À l'époque, on faisait des questions aux commentateurs qui avaient commencé à cartonner, et aussi, parce qu'in fine, moi,
moi, comme toi, comme tous ceux qui ont la chance de travailler dans le monde du sport, nous côtoyons aussi les grands événements, les grands sportifs, les grands champions. Et je pense que l'idée aussi de casser la barrière et de rendre très accessible les stars du sport au public, et finalement rêve de ça, pour moi, c'est casser cette barrière, c'est essentiel. Donc l'interaction, c'était aussi une forme d'engagement. Déjà à l'époque, on n'appelait pas ça un engagement, mais voilà. Et derrière. Et c'est juste pour rebondir sur ce point-là, c'est marrant comme tu vois des gens qui sont plutôt très frileux à l'exercice média. Tu prends un Luis Enrique, tu prends un Karim Benzema. Par contre, c'est parmi les gens les plus présents sur les réseaux sociaux quand c'est en direct avec l'utilisateur final, en fait, in fine. Et tu as vraiment ce côté, quand tu donnes la parole aux fans, c'est beaucoup plus dur pour une célébrité de ne pas répondre avec un peu de transparence et d'authenticité contre le fait c'est facile d'envoyer dans les cordes le journaleux, en fait. Ah bah, absolument. Alors ça... et d'ailleurs, c'est intéressant, on en parlera tout à l'heure du projet DAZN qui me voit fortement impliqué, mais cette notion d'effacer l'intermédiaire pour qu'il y ait une relation directe entre le champion, le sportif, avec les fans, je pense que c'est exactement ce que les gens cherchent et ce qu'on essaie de mettre en place. Parce que finalement, c'est toujours compliqué d'avoir l'intermédiation de quelqu'un, alors que c'est le fameux direct to consumer, en tout cas cette approche et cette relation de dialogue indirect que les réseaux, mais je dirais pas que les réseaux, c'est vraiment dans la consumption binaire, direct, digital des nouveaux médias, et pas que de nouveaux médias. C'est ça la vraie révolution finalement, parce que certes, tu as toujours besoin de quelqu'un d'encadré, de structuré, mais un média doit être un facilitateur de relations et d'interaction entre le public et les protagonistes. Je pense que c'est la vraie mission d'un média aujourd'hui par rapport à ce que ça peut être il y a quelques décennies. Et c'est marrant, on y reviendra effectivement et on va repasser sur Eurosport derrière, mais quand je pense à la construction de l'équipe édito que tu as faite de DAZN, en commentateur et en intervenant, tu as vraiment ces gens-là qui font passer au second degré leur présence et leur prise de parole contre le fait d'être des vrais relais et d'aborder cette relation-là avec humilité en sachant qu'ils sont que des intermédiaires entre l'audience et l'athlète final. Mais juste pour revenir, donc digital, ensuite tu as fait plein de sports, tu as fait du foot, tu as fait du vélo, beaucoup de vélo, beaucoup de Tour de France, qui reste pour moi l'événement et le sport, le vélo, et je suis ravi d'ailleurs que le vélo soit revenu. D'ailleurs, Eurosport y a contribué, et moi avec mes 20 ans et plus passés à Eurosport, je fais 18 Tours de France dans différents rôles, reporter, producteur, présentateur. Le vélo, je pense que c'est le sport qui véhicule des valeurs de passion, déjà c'est le seul sport qui va aux gens, c'est le seul qui va vraiment dans la rue, complètement gratuit, dans lequel les sportifs vont aux gens, les sportifs vont vers les villages, visitent un pays avec cette notion de passion qui et aussi avec une génération d'athlètes. Moi, j'en suis ravi ces dernières années, extraordinaire. Voilà, donc beaucoup de vélo, beaucoup de foot, beaucoup de grands événements, beaucoup de Jeux Olympiques, beaucoup de grands événements, et aussi avec toujours ce qui a toujours drivé mon impulsion, c'était des formats innovants. Je pense à la série The Commissioner of Football avec Eric Cantona, The Commissioner of Tennis avec John McEnroe. Là aussi, réussir à aller au-delà de la narrative traditionnelle du sport pour intégrer des ingrédients d'empathie, de sympathie, d'humour. Bien entendu, des personnalités comme John ou comme Eric sont clivantes, en tout cas. Sont très adaptés à ce type de choses. Et après aussi à l'innovation, je pense à The Eurosport Cube qu'on avait lancé, qui était un peu mon bébé en 2018 pour les Jeux de Pyeongchang. Là aussi, comment la technologie peut créer des nouvelles fonctionnalités d'interaction avec les sportifs, avec les audiences. Donc j'allais dire, explique-le le Cube, parce que je me souviens, c'était un des gros sujets, c'est un des trucs qui a très bien marché sur les JO 2018.
prenons un qui existe toujours d'ailleurs, qui qui existe toujours. toujours. Eurosport continue à le mettre en œuvre sur les grands événements, sur les grands chelems et sur les grands événements. Oui, l'idée de Eurosport Cube, c'était assez simple. C'était comment apporter vraiment une modalité nouvelle, interactive, émotionnelle pour les champions olympiques. Donc, le Eurosport Cube, c'était un studio complètement un cube, une Magic Box, comme c'était le nom de code avant qu'on le nomme de Eurosport Cube. Le nom de code sur ces projets, il y a toujours un processus de développement qui est très important. Et effectivement, le naming, c'était The Magic Box. L'idée, c'était vraiment de créer un studio complètement immersif qui se basait sur des technologies de réalité virtuelle et réalité augmentée, dans lequel finalement à la fois le champion, le médaillé olympique, mais aussi nos présentateurs soient immergés dans un univers interactif dans lequel des éléments graphiques et visuels ressortaient des murs en LED pilotés par des caméras avec les réalité augmentée, presque à surprendre les champions même. Donc et c'est vrai que c'était extraordinaire. Quasiment tous les invités dans Eurosport Cube étaient émus au point d'arriver aux larmes. C'était des moments très très forts, parce qu'effectivement le fait de faire ressortir des séquences des moments de leur victoire, et donc c'était un outil encore une fois qui permettait de créer des formats courts, des formats extrêmement intéressants, dans lesquels finalement on apprenait sur un geste technique, sur un exploit, tous les éléments aussi de longueur, de vitesse. C'était aussi un outil pour décortiquer un geste technique sportif, parce que on a tendance à oublier que parfois, si on parle du ski, si on parle de foot, si on parle des grandes disciplines, on pratique tous la même discipline, sauf que le niveau d'un sportif professionnel, c'est un degré presque incroyable et presque inconcevable pour un sportif amateur. Donc le fait aussi toujours d'avoir ces liens avec le geste, comment le sportif professionnel le réalise, l'exécute, versus un sportif amateur, un sportif du dimanche, ou un sportif comme nous tous, ça a toujours été important. Donc le fait toujours de réussir, de renforcer cette relation entre le passionné, l'amateur et le grand champion, ça a toujours été un des leviers et c'était d'Eurosport Cube, qui après a vu une deuxième génération avec le transport virtuel de l'invité à l'intérieur d'un set, donc avec fond vert, avec cette transposition virtuelle qui permet finalement, encore une fois, l'immersion. On y reviendra aussi sur l'immersion qui est un élément essentiel du storytelling sportif. Et de ton expérience, parce que moi je sais que le professionnel en moi apprécie certaines choses de notre métier très différentes du fan. À savoir, toi tu as fait plein de choses chez Eurosport, 20 années, pour arriver à bosser sur les Jeux Olympiques, qui est l'élément le plus rassemblateur et le plus gros. Et est-ce que c'est tes meilleures expériences, toi, le côté avoir un budget supplémentaire pour pouvoir transmettre des émotions autour d'un événement énorme? Est-ce que c'était l'apogée de ta carrière à Eurosport, ou est-ce qu'il y a des trucs en chemin que tu as plus apprécié? Tu faisais des références au vélo, tu faisais des références à différentes expériences personnelles. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ton parcours chez Eurosport? Et si tu devais ressortir un des moments, est-ce que c'est le côté j'ai bossé sur les JO avec une ligne éditoriale d'un des plus gros groupes qui couvre un des plus gros événements du monde, ou est-ce que c'est d'autres étapes dans ta carrière chez eux? Ouais, c'est une excellente question. C'est sûr que la dimension financière de ce qui est possible et pas possible est importante, mais c'est pas tout. C'est pas tout.
Déjà, la créativité, c'est un ingrédient, c'est l'essence d'un moteur qu'il faut alimenter en permanence. Et on peut être créatif sans forcément être extrêmement Dépensier, ouais. dépensier. Non, mais voilà, voilà. Donc déjà la créativité. Voilà. Et deuxièmement, je crois beaucoup à l'humain. C'est-à-dire que si tu me demandes quel est ton plus grand souvenir, pour moi, mon plus grand souvenir, c'est la dimension humaine. Déjà, je crois énormément au travail d'équipe, à une cohésion d'équipe, à une vraie solidarité. C'est très souvent l'analogie avec un vestiaire d'une équipe de foot, c'est essentiel, mais aussi les qualités humaines des incarnants et de ceux qui contribuent à développer des formats. À l'antenne, d'ailleurs, devant ou derrière la caméra, le smartphone, à tout ça. Donc créativité, passion et toujours, et ça c'est très important, tu le disais tout à l'heure, même pour ceux comme nous qui sont dans ce secteur, donc dans la profession, toujours garder l'œil du fan. C'est-à-dire qu'il faut que toujours avoir la perception et se placer c'est lui qui regarde, c'est lui qui interagit, voilà. Et donc toujours garder finalement ce bon sens, ce dimension valoriale de ceux pour qui et ceux à qui on s'adresse. Ouais. Ça, c'est garder la dimension fan à chaque fois qu'on conçoit la couverture d'un événement, un format court, long. Voilà, le fait toujours d'avoir cette double angle de vision, c'est quelque chose d'important parce que très souvent si on se positionne seulement du côté éditeur, du côté média, et on perd de vue les attentes, et c'est pour ça que l'interactivité c'est génial, parce que et le digital c'est génial, parce que pour ceux comme nous qui ont grandi au monde du linéaire, le digital nous permet en temps réel de comprendre, de savoir quelle est la tendance, quelle est l'attente, quel est le besoin. Le fan nous demande même, c'est pour ça qu'aujourd'hui dans l'interactivité, quand on demande aujourd'hui via la fan zone sur DAZN aux fans d'interagir, de poser leurs questions, de donner leur angle, bah finalement c'est pas une gimmick marketing, c'est le fait vraiment de qu'ils soient au centre de la narration et pour revenir, et on en reparlera certainement, mais le fait de s'effacer pour accueillir les fans, d'ailleurs virtuellement et physiquement, parce que aussi c'est ce qu'on fait et ce qu'on va faire de plus en plus au bord de terrain, pour être intégré dans un dispositif, pour toucher l'émotion, la sensation de la pelouse en parlant de foot, mais ça peut être des parquets en parlant du basket, ou ça peut être de la cage en parlant de sport de combat MMA. Bah c'est un élément essentiel. Le fait donc de réduire, voire annuler la distance cathodique, la distance virtuelle entre l'expérience et le lieu et la scène, j'ai envie de dire. Ouais. Et pour la petite anecdote, là, une des rares fois où nous on a bossé ensemble, c'était justement sur un élément interactif avec l'EBU. Je sais pas si tu te souviens, où ça avait été compliqué à gérer, mais c'était un premier pas d'interactivité. Et moi, quand tu me parles de la fan zone, j'allais te demander effectivement, est-ce que c'est un truc que toi tu as validé, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été de toute façon poussé par le siège parce que c'est une stratégie de DAZN dans son ensemble, parce qu'il y a eu des bons résultats ailleurs sur ces fonctions interactives? Alors, tu vois, le parcours, on est arrivé au présent récent, voilà. Non, mais donc effectivement du projet DAZN, on en parlera. Effectivement, moi je suis ravi je travaille avec le groupe DAZN, que ce soit en Italie depuis un certain moment et en France aussi, mais non depuis début d'année. La fan zone, je dirais même pas que c'est une stratégie, c'est l'essence même d'un acteur digital natif comme c'est DAZN. C'est-à-dire que l'interactivité, le fancentrisme, hein, nous on parle de fancentrisme à l'interne, c'est pas très beau à prononcer, mais c'est cette forte croyance
valeur, pilier, évidence que effectivement le fan doit être le protagoniste de l'expérience, parce que c'est ce qu'aujourd'hui souhaite, cherche et tout ça. Donc oui, c'est une évidence. Du coup, c'est une stratégie aussi, mais c'est pas une stratégie imposée, c'est une stratégie valoriale. Et je pense que c'est important quand on parle de la patte DAZN, de rappeler que c'est très souvent depuis le lancement. Alors après, tout ça s'est fait de manière très rapide, on n'a pas eu le temps de communiquer tout ça. Les premières réactions que j'avais de l'extérieur, c'est vous essayez d'eux, mais c'est pas qu'on essaye d'eux. Nous sommes ce que nous sommes. Nous faisons ce que nous sommes. Et donc cette dimension de convivialité, de tutoiement, de pas avoir de pupitre, un bord pelouse, de pas avoir de desk. C'est pas parce qu'on n'a pas mis les 1500 € pour un desk. Ouais. Non, c'est parce que le fait d'être extrêmement mobile. On parlait d'immersion, être aussi dans des lieux un peu différents, faire vivre les coulisses d'un stade et tout ça. Ça fait partie des valeurs structurantes de DAZN en tant que pas de broadcaster. On en parlera, mais vraiment de player, d'acteur digital. Ouais. Et d'ailleurs, c'est de ma faute, on est rentré directement parce que comme tu as mentionné la fan zone, j'ai pris la brèche. Mais donc, prenons un pas de recul. DAZN, donc nouvel acteur sur la scène française. Pour les gens qui seraient un peu moins immergés dans ce côté digital, même si notre audience est majoritairement des gens de l'industrie et constitue majoritairement de personnes de l'industrie, DAZN est un des très gros players internationaux avec une forte stratégie digitale, avec une ambition internationale. Et donc, elle a pénétré plusieurs marchés, notamment le Canada, le Japon très tôt, jusqu'à plus récemment l'Italie, la France. Et au moment de l'acquisition des droits, donc c'est toi qui étais en charge de monter l'offre éditoriale, de montrer l'offre dans son ensemble. Raconte-nous un peu de la genèse de DAZN se positionne, DAZN est retenu comme l'acteur pour la diffusion de la Ligue 1. À la première diffusion, ça allait à une vitesse incroyable. Raconte-nous un peu, toi, qui l'as vécu de l'intérieur, qui a dû tout construire en aussi peu de temps, l'intensité que ça a dû représenter. Ouais, non, c'est une vraie saga, donc on va faire la version courte. Moi déjà, j'ai le plaisir de travailler pour le groupe DAZN depuis 1 an et demi sur l'Italie. Voilà, l'histoire de l'Italie et la France, c'est l'histoire de ma vie, donc c'est aussi un joli clin d'œil. Voilà. Parce que DAZN en Italie, l'Italie était un des premiers marchés de DAZN où DAZN existe depuis 2018 en Italie. DAZN était fondé en 2016. C'est un player relativement jeune, hein, ça a même pas 10 ans. Ça a été une grande priorité de Len Blavatnik, qui est le propriétaire de DAZN, qui a toujours fortement cette vision de digitaliser la sport consumption, donc digitaliser l'expérience sport dans lesquels les contenus en font partie, mais encore une fois, le ticketing, le merchandising, le betting rentre en jeu. Donc 2016 création, 2018 l'Italie premier marché avec la Serie A, avec une stratégie très claire au niveau des top marchés, c'est d'investir sur le sport le plus structurant, le plus engageant, le plus cher, le plus profond aussi dans la culture de pays. Donc le football domestique, et ça c'était le cas pour l'Italie avec la Serie A, ensuite en même temps d'ailleurs un peu avant l'Allemagne avec la Bundesliga, l'Espagne, ensuite le Portugal, tu parlais du Japon aussi, et très dernièrement la France. La France a été effectivement DAZN en France existait depuis à peu près 1 an avec l'offre globale internationale du groupe, très fortement ancrée sur les sports de combat, la boxe, les sports de combat, les MMA, le football féminin, l'NFL,
le NFL est disponible en dehors des US avec l'NFL Game Pass qui est une offre d'Amazon. Et c'est vrai que la France, c'était un marché qui manquait quelque part au puzzle des grands marchés européens. Et moi, pour la petite histoire, à la genèse de DAZN, où c'était le nouveau truc fresh on the market 2016, etc. Je dis putain, j'espère qu'ils vont venir en France. Est-ce qu'ils vont se positionner sur le prochain cycle de droit? Et à l'époque, leur stratégie, c'était non, la France, il y a trop d'acteurs, donc c'est trop compétitif, donc on va pas y aller. Et là, donc fast forward 2024, maintenant DAZN est implanté en France. Voilà. Non, mais exactement. On va pas revenir sur la genèse de l'année qui a précédé le Thunder, mais c'est vrai que mi-juillet, avec un tout petit groupe de travail autour de Brice Demain, le CEO France et aussi les équipes londoniennes, on réétudie de très près le dossier Ligue 1 et voilà, pour ceux qui se rappellent, mi-juillet, c'était un mois avant le début de la Ligue 1. Voilà, donc du coup un été très 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 dense et on arrive à un accord avec l'LFP le 31 juillet avec le premier match de la Ligue 1 au Havre PSG vendredi 16 août. Donc effectivement alors à l'époque, en France, DAZN était un player sur le marché, mais sans structure française, parce que ça compte. Il y a vraiment quelques personnes. D'ailleurs, auparavant, pour des raisons aussi linguistiques, pas mal de couvertures d'événements, pas mal de commentaires et d'éditorialisation étaient gérés par la Belgique, qui est une autre filiale importante du groupe DAZN, où DAZN a la Jupiler League et une offre aussi de sport assez conséquente. Et donc effectivement, ça a été un task de force incroyable de monter le dispositif, les infrastructures, la partie de production, mais aussi toute la partie autour, les deals de distribution, tous les accords. Donc ça a été vraiment aujourd'hui, je pense que pour ceux qui ne vivent pas de l'intérieur, ils se rendent pas compte de la performance presque inouïe de réussir à mettre en place un projet que normalement prend entre 9 mois et 12 mois, voilà. Et d'ailleurs, lié aussi à tout ça, de manière très objective, il y a eu très peu de capacité de temps de communiquer, de raconter ce que c'était DAZN au marché français. C'est vrai qu'on arrive un peu comme une météore, même si encore une fois DAZN à l'échelle internationale, tu disais, et j'ai quand même, je pense que c'est important aussi rappeler quelques chiffres, parce que on parlait des marchés clés, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, le Japon, mais aussi une offre internationale. DAZN, c'est le leader mondial de la diffusion de sport en streaming, avec plus de 90 000 événements live par an dans le monde, 90 000 événements sportifs streamés dans le monde, avec 15 000 événements de football live par an et 15 000 autant d'événements de basket par an. Donc ça donne la taille avec, je le rappelle parce que c'est important aussi, encore une fois, on a sans doute une lack of awareness, un manque de connaissances, parce que tout s'est fait très très rapidement, mais DAZN, c'est un player technologique extraordinaire, 2 milliards d'investissements dans l'appli depuis son lancement, donc voilà, c'est un vrai player tech au croisement de la tech et du média. Donc d'ailleurs, sans cette infrastructure, soyons clairs, sans cette infrastructure et finalement répliquer la plateforme avec toute la capacité aussi de gérer du simultaneous stream, donc de gérer la concurrence de stream, c'est-à-dire cette backbone avec des CDN extrêmement éprouvés, qui avaient déjà fait leurs épreuves en Allemagne, en Italie, et aussi toute la capacité aussi de gestion des abonnés, des paiements, la gestion des devises. On a tendance à oublier que
qu'une app, qu'un opérateur OTT, c'est sans doute les contenus qu'on produit et qu'on diffuse, mais c'est aussi toute l'infrastructure qui est derrière. Si DAZN n'était pas un colosse global tel que c'est, avec ses footprints déjà fortement établis d'un plan de marché, jamais en 15 jours on aurait pu déployer une couverture sans bug comme ça s'est passé pendant l'été. Parce que c'est ça, j'allais dire, pour encore une fois le découper et le morceler, tu as la partie, déjà il faut produire le signal. Ça, on a quand même, faut dire ce qui marche bien en France, on a des équipes de production, on a une certaine expertise sur la capta visuelle où tu as un niveau moyen qui est de qualité. Donc ça, j'ai envie de dire, stressant, mais en fait, tu définis un peu les paramètres et tu sais que tu as ton acteur local qui va faire la production et qui va relativement bien la faire parce qu'ils ont une expertise et qu'ils ont fait tourner. La plateforme, incroyablement dure. Le côté, comme tu dis, le nombre de crash potentiels que tu peux avoir dans une application sur les montées de charge, sur les abonnements, sur etc. Il faut souligner qu'il y a eu des petits bugs ici et là, mais qu'il n'y a pas eu de black screen comme il y a en général au lancement de chaque plateforme OTT majeure. Et je ne pense pas qu'il y ait eu de lancement majeur aussi gros que le lancement de DAZN avec la Ligue 1, quels que soient les chiffres derrière la scène. Donc ça, tu as ce côté-là. C'est une prouesse technique, mais à la limite, l'audience... Enfin, c'est l'IP de DAZN d'avoir construit l'infrastructure pour pouvoir faire ça. Mais faut pas enlever ça. Et après, pour moi, il y a le troisième élément super important où le setup éditorial et le setup éditorial. Le setup éditorial et le tone of voice. Ouais. Comment ça? Ouais, parce que t'as le tone of voice, t'as le setup éditorial, est-ce que les gens incarnants, les commentaires. C'est ça. Est-ce que les gens t'ont tous sollicité? Est-ce que toi, tu avais déjà ton équipe? Comment tu l'as fait? Comment tu fais pour passer un message à ton équipe en aussi peu de temps? Parce qu'après, il va y avoir le côté promotion. On va un peu le laisser de côté, le côté promotion, parce que c'est pas vraiment le sujet et c'est pas vraiment... Pas non plus mon périmètre. Ton périmètre, exactement. Mais la partie éditoriale, vas-y, raconte-nous un peu. Non, mais déjà, je trouve c'est très intéressant et je pense que prenons le temps parce que je pense que c'est pas aussi connu comment ça marche la Ligue 1, même au niveau de production, qui fait quoi? Parce que moi, j'en discutais de manière avec le sourire avec Jérôme Rotten qui à un moment donné dans son show sur RMC à un moment donné dit ouais d'ailleurs DAZN, la manière où il filme les matchs c'est nul. c'est très drôle. J'ai dit à Jérôme avec ton expérience surtout autant que footballeur, peut-être plus que footballeur que homme des médias, tu devrais savoir et si tu le sais pas on te le dit, les matchs de Ligue 1 ne sont pas produits par DAZN. Les matchs de Ligue 1 sont produits par LFP Media, qui est une filiale de la Ligue et qui travaille très bien. Hein, nous, on travaille très bien en relation avec HBS. Donc, c'est important de ça aussi de faire la distinction. C'est que après, c'est intéressant à voir. Je peux aller encore un peu plus loin, Stéphano. T'as LFP Media, t'as HBS pour le contrôle qualité, t'as AMP qui ont des équipes sur place et t'as les producteurs. Et l'un dans l'autre, que tu passes d'un média ou à un autre, tu retrouves de toute façon relativement les mêmes personnes. Donc, critique. Non, mais c'est vrai que quand on parle un peu des coulisses de notre activité, tu fais très bien de le dire. Moi, je le fais avec grand plaisir parce qu'en plus, AMP et Gilles Salé, qui est le fondateur et le patron d'AMP, et saluons aussi AMP, qui est une réalité française. On a tendance à oublier que c'est une réalité française extrêmement fortement installée et une référence au niveau global. Aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre de matchs, d'ailleurs la plupart, qui sont produits par AMP et un match qui est produit par l'ANEP, qui est surtout les matchs du Nord. Donc voilà, déjà c'est important juste pour décortiquons comme on prend le temps. Je pense que c'est intéressant aussi de le dire, c'est que les matchs, ce qu'on appelle le signal international, le World Feed, donc à partir de moins de 10 jusqu'à au Super Flash, elles sont produites par LFP HBS, dans laquelle on travaille ensemble, donc on discute beaucoup. D'ailleurs, on a initié un travail aussi sur l'innovation, parce que parlons-en aussi. Aujourd'hui, le foot doit aussi évoluer dans la manière où il est capté. On parlera après des trois valeurs qui sont les valeurs que j'essaie d'impulser dans DAZN en France, qui sont pertinence, expertise, immersion et légèreté. C'est vraiment les trois valeurs structurantes de notre philosophie et de notre ligne éditoriale: expertise et pertinence, immersion et légèreté. Parce que les trois doivent et
peuvent cohabiter. Et c'est vrai aussi que sur la captation même des matchs de foot, quand aujourd'hui on regarde les innovations qui peuvent venir des différents ligues, d'autres ligues aussi, d'autres sports. Aujourd'hui, surtout si on veut aller, comme on le souhaite fortement, parce que c'est dans nos valeurs structurantes vers l'immersion, il y a aussi des innovations au niveau de la captation qui sont importants. On parle des bodycam, des revcam, on parle aussi, on en parlera, mais la volonté aussi, nous, d'aller dans les coulisses, dans les vestiaires. Il y a tout ce travail qui est fait aussi beaucoup avec les clubs, qui est un processus lent, et voilà, mais qui est un processus lent, mais certain. C'est-à-dire que c'est une voie vers laquelle on veut aller. Mais voilà. LFB, HBS, avec des prestataires comme MPNEP produisent les matchs. Mais après, effectivement, il y a toute la partie qui est autour, donc les avant-matchs et les post-matchs, sur lesquels on s'appuie sur les mêmes équipes de production, mais avec un lead éditorial 100% DAZN, dans lequel justement il y a les avant-matchs, les mi-temps, les post-matchs. Voilà. Et toute cette infrastructure doit être en plus. Il y a une dimension aussi technologique et technique, parce que ces signaux doivent aussi être après suivre un acheminement pour arriver aux apps des uns et des autres, jusqu'aussi, il faut le rappeler, aux offres avec des distributeurs, parce qu'il faut pas oublier aussi que DAZN en très peu de temps a mis en place des deals de distribution avec Canal, avec Amazon, avec les FAI, que ce soit Orange, Bouygues et Free. Aujourd'hui, jamais une plateforme qui a couvert la Ligue 1 est aussi largement disponible avec tous les fournisseurs d'accès des contenus digitaux. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités, ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le Corner.